Alors, donc bon, on a vu déjà un certain nombre de choses. Simplement pour repréciser un petit peu au niveau de l'erreur scientifique, donc il y a des erreurs méthodologiques de base sur notamment les échantillons, par exemple par rapport à l'échelle F. Ils ont testé leur questionnaire d'ethnocentrisme et de fascisme uniquement sur la population, mais où il n'y avait pas les minorités dedans. Donc c'était uniquement des universitaires blancs, etc., et qui ne faisaient pas partie de la communauté juive, par exemple. Donc il y a des choses comme ça qui sont liées au présupposé de l'enquête, hein, à ce qu'ils recherchaient en fait au départ. Donc il y a aussi le fait que ce soit que la culture américaine aussi, avec cette logique des États-Unis derrière et l'hégémonie. On a vu comment, avec cette mondialisation, le Bretton Woods, la banque, le plan Marshall, etc., ils interviennent comme un petit peu au-dessus de l'ensemble des peuples, et puis c'est à leur propre initiative. Donc on est toujours dans cette logique d'hégémonie aussi des États-Unis, et tout ça donc on fait un biais énorme au niveau évidemment des résultats des recherches qui ont été faits. Donc bon, là je reprends sur le berceau de la civilisation et du monde de Platon, donc là où on renverse complètement les choses, sur le fait que maintenant le monde c'est le chaos, et puis tout ça est réorganisé par la cybernétique. Alors il y a une autre chose, c'est le constructivisme radical. Il faut savoir que la cybernétique, etc., a mis en place aussi un courant qu'ils appellent le constructivisme radical. Le constructivisme radical, c'est quoi? Alors c'est Paul Václavic, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Il y en a d'autres aussi, mais c'est pour eux la réalité n'existe pas. Voilà. Tout n'est que perception. Vous avez tout un ensemble d'ailleurs de courants de Palo Alto, etc., qui parlent de ça. Et dans le documentaire d'Aznest, il y a même un des précurseurs de ça qui lui-même dit « mais non, mais la réalité n'existe pas. Quand la science, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qui ne colle pas, c'est pas grave, on recrée une molécule qui explique, et puis, etc., etc. » Voilà. Et une sorte de fuite en avant, de trouver des explications toujours, sans jamais remonter à la cause. Et donc ce constructivisme radical, donc, qui part du principe que la réalité n'existe pas, contredit alors une chose fondamentale des sciences aujourd'hui, c'est que donc c'est le continuum entre liberté et déterminisme. Alors ça paraît un peu compliqué, mais à l'origine, en fait, avant 1789, en gros, avant les courants de lumière, la conception du monde, c'était il y a des déterminismes, on est né pauvre, on est né riche, et puis c'est comme ça, il faut s'y faire, quoi. Voilà, c'est nos déterminismes, c'est comme ça. Et puis les Lumières ont mis en place en disant non, pour être libre, l'homme doit s'arracher justement à ses instincts et ses déterminismes, il doit s'arracher à sa nature, il doit s'arracher à son animalité pour être libre. Et donc il y a eu un revirement donc, au niveau de la Révolution française, et où les philosophes qu'on disait anciens et les philosophes modernes donc avaient deux systèmes complètement différents, où les uns préconisaient de se caler sur ce que la nature nous disait, et puis les autres donc sur notamment le sang, la noblesse, donc on est né de, etc. Et puis les modernes qui disaient non, il faut se libérer, donc il faut s'arracher à tout ça. Et en fait aujourd'hui, qu'est-ce que montrent les sciences? C'est qu'en fait c'est un continuum, nous sommes un continuum entre les deux. Il y a par exemple donc, Laurent Bègue, qui est psychologue social à l'université là, il a fait différentes études, et notamment il a évoqué dans un colloque qui avait été fait sur ça que l'empathie, c'est quelque chose qui est inné, un nouveau-né, donc c'est des expérimentations, un nouveau-né, vous lui faites écouter son propre pleur enregistré, ou le pleur
d'un autre bébé et puis un bruit blanc, et bien en fait il ne réagit pas, sauf quand c'est un autre bébé qui pleure, et dans ce cas-là lui aussi pleure, c'est-à-dire qu'on est perméable aux émotions d'autrui. C'est l'empathie et c'est la base de notre instinct social et des besoins vitaux qu'on a, et ça c'est pas acquis, hein, c'est quelque chose qui est vraiment quand le bébé il sort du ventre, hein, donc c'est pas du tout par l'éducation. Et donc c'est à partir de ces déterminismes-là qu'ensuite on peut construire en effet différentes choses et qu'on peut s'éloigner aussi de cette empathie. Hein. On verra la perversion par exemple narcissique, c'est ça, hein, c'est ne pas avoir d'empathie envers son prochain. Voilà, et puis la réalité est dissoute dans l'abstrait. Sur la je vois qu'il est déjà, ça fait 1h20 que je vous parle, déjà il ne reste plus beaucoup de temps. Donc la confusion entre autorité et pouvoir, donc, alors si on prend les racines latines, il y a autoritas et podestas, hein, donc l'autoritas c'était le Sénat, hein, et c'était tout ce qui était garant du savoir, de la tradition, des choses immuables, et par contre le podestas c'était un peu notre exécutif et le législatif, c'est-à-dire celui qui décode, qui ordonne, qui surveille, qui punit, hein, donc c'est la loi légale, alors que l'autoritas, c'est l'autorité naturelle, hein, c'est le parent avec l'enfant, c'est le maître avec l'élève, et donc c'est un rapport qui est complètement différent. Autant le pouvoir utilise la force, la violence ou la manipulation, autant l'autorité, non, c'est une puissance qui véhiculant des traditions, etc., mais aussi l'innovation, parce que c'est aussi un pouvoir créateur. Donc, c'est une puissance devant laquelle on s'incline. Hein. Donc, faire autorité, ça veut dire ça. Hein. Et d'ailleurs, le pouvoir a besoin du Sénat ou de ce savoir, de ces savoirs de l'autorité pour pouvoir légitimer son pouvoir, sans quoi il est obligé d'utiliser que la violence ou la manipulation. Donc ça c'est le livre de Ariane Billéran que je vais vous montrer, qui est très très intéressant. Donc elle est docteure en psychopathologie. Je ne sais pas si vous voyez, elle a travaillé pendant une vingtaine d'années elle a fait un cursus de philo aussi, elle est normalienne, et elle a travaillé pendant une vingtaine d'années sur le harcèlement en entreprise, justement, et elle a écrit donc ce bouquin sur l'autorité. Je me suis inspirée notamment de son livre pour ce passage-là. Donc les fonctions de l'autorité, c'est l'engendrement, c'est-à-dire être garant des origines, c'est aussi la conservation, c'est-à-dire l'identité, hein, la conservation de l'ordre du monde, hein, qui est entendu comme le cosmos, hein, c'est-à-dire comme quelque chose qui est en harmonie et qui est immuable, donc c'est ce fameux principe d'autorité. Il y a aussi la fonction de différenciation, c'est-à-dire que l'autorité s'inscrit toujours dans un projet. Par exemple, l'autorité parentale s'arrête quand l'enfant est majeur. Hein, c'est un cadre donc, qui différencie tant que c'est un enfant, et puis après c'est fini. Donc c'est quelque chose qui est transitoire, tout comme le maître et l'élève, le maître est dans la transmission. Et puis, une fois que c'est transmis, c'est à l'élève lui-même de transmettre, etc. Donc, on est dans cette logique-là. Et l'autorité, du coup, on peut dire que c'est un concept politique parce que c'est l'essence même, dit Ariane Billéran, et ce que je crois fondamentalement, c'est l'exercice juste du pouvoir qui est au sein de l'organisation des citoyens. Hein. C'est ce qui permet en effet de légitimer. Et ça empêche même le pouvoir législatif et exécutif de basculer dans les abus de pouvoir et dans la tyrannie. Donc cette fameuse toute puissance et des mesures dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors un citoyen, ça commence donc dans la famille, donc avec le modèle patriarcal, avec l'apprentissage et la différenciation, notamment des sexes, hommes-femmes, celui des générations, hein, entre les parents, les enfants, les adultes, les enfants, mais aussi les individus, et à travers le complexe d'Oedipe, alors qui
a été un peu vulgarisé, mais le complexe d'Oedipe, c'est une phase tout à fait fondamentale où l'enfant doit passer de la toute-puissance infantile à la socialisation en fait, hein, et les interdits et les tabous et tout ce qui se passe à ce moment-là de l'Oedipe est fondamental pour se socialiser tout simplement. Et ça, c'est l'éducation. Donc l'autorité est civilisatrice, hein, donc elle produit le symbolique par l'interdit, hein, notamment les deux interdits fondamentaux de la civilisation, c'est l'interdit du meurtre et de l'inceste. Elle produit aussi du symbolique à travers les lois, le langage, la pensée, donc elle transforme l'animalité en humanité, donc ça c'est Kant, pour reprendre la formule de Kant. Et elle permet le passage donc de la pulsion, hein, donc cette toute-puissance dont je parlais, à la spiritualité, donc à l'esprit, qui est garante aussi du principe de réalité et donc d'une santé morale, mentale, et d'une société humaine qui soit saine. Voilà. Donc l'autorité, c'est quelque chose d'important. Et on voit bien, en éclaircissant ces concepts et cette confusion, que le nouvel ordre sociétal qui a été mis en place par les conférences Massier, et notamment Adorno avec son échelle de fascisme, autorité, etc., basé sur cette confusion-là, génère... Du coup, c'est un petit peu le titre de la conférence, une société malade, tout simplement, donc où règne plutôt l'individualisme, puisqu'il n'y a plus donc cette place où chacun doit prendre sa place. Hein, je disais dans l'orientation, donc on ne peut pas tout faire, mais on doit trouver la place dans laquelle on est. Il y a aussi la rééducation, et la manipulation mentale et le mensonge, qui sont les outils du pouvoir, mais des abus de pouvoir en fait, hein, tout simplement. La psychologisation de la société, l'égalité de fait et non plus de droit, hein, qui est aussi, alors que l'autorité de droit, c'est lié à justement l'autorité naturelle, hein, dont je parlais avant. La négation de l'autodétermination individuelle et sociétale, et, ça c'est un peu des redites, hein, la définition de la démocratie comme anti-autoritaire, donc qui est typiquement contraire à ce qui peut nous permettre d'être une société en bonne santé. Et la seule autorité du coup qui reste, c'est la cybernétique, hein, qui remplace l'autorité humaine. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le scientisme, c'est-à-dire où la science dessine à la place des hommes. Voilà, donc en gros, pour conclure, la mondialisation est mortifère car elle méprise la nature même des êtres humains, donc les inégalités naturelles, et fondatrice de la civilisation et aussi notre instinct social, notre instinct de coopération et sociale, dont je reviendrai sur d'autres conférences, notamment, je crois, l'avant-dernière. La dernière. Et plus généralement, donc, elle nie les règles d'équilibre et de conservation de l'univers, donc c'est-à-dire le respect de l'harmonie du monde, en tout cas du principe de réalité et de la vérité. Et c'est ce qu'on peut assimiler donc à un mécanisme de perversion et de harcèlement des peuples, donc dans ce mouvement de la mondialisation. Alors là, on passe à la partie donc perversion narcissique. C'est un mot à la mode, hein, qui a été donc dans les. On voit beaucoup. Hein, d'ailleurs, je l'ai dans l'Express, dans les têtes des pervers narcissiques. Comment les reconnaître, comment quitter un pervers narcissique. Enfin bref, vous avez tout un ensemble de choses. C'est notamment Marie-France Irigoyen en 1998 qui a popularisé ce concept, et elle l'a fait au niveau du travail, hein, notamment sur le harcèlement moral en entreprise. Et en fait, les médias ont petit à petit utilisé ce mot pour un petit peu toutes les situations, cette notion en tout cas.
dans toutes les situations, et surtout en individualisant la pathologie, alors, enfin, la perversion narcissique, alors qu'en fait, alors je reviens après, alors qu'en fait au départ, ce concept, c'était pas seulement une psychopathologie individuelle, c'était pas une psychopathologie individuelle, mais c'était bien une psychopathologie sociale. Pour revenir sur le harcèlement, puisque cette notion de perversion narcissique est liée au harcèlement, je reprends donc la définition de ce qu'est le harcèlement par Ariane Biléran, donc celle qui a écrit l'autorité psychologie et psychopathologie. Donc le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un autre groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré, et ce faisant à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur. Donc ça, c'est dans son livre donc Harcèlement moral, qui a aussi le livre rouge que j'ai animé. Donc là, on retrouve dans cette définition justement le mouvement de rééducation des gens, de remodifier la nature humaine, des conférences massives et de supprimer leur autodétermination en éradiquant leur agressivité, toute agressivité et autorité. Donc, on peut en conclure, du coup, que ce mouvement de mondialisation est un processus harcelant. Alors, la perversion narcissique, comme je disais au départ, c'était bien une pathologie donc, qui était décrite par donc Jean-Claude Racamier comme une pathologie aussi qui était sociale, mais qui revêt un masque de santé mentale. Hein. C'est-à-dire que pour un pervers narcissique, pour lui, il n'est pas malade. Pour lui, c'est tout à fait normal. Et ce qui, ça fait partie de ce qu'on appelle les psychoses. Enfin, en psychologie, il y a deux grandes classes, on va dire, de grandes catégories. Il y a les névroses et les psychoses. Et ce qui caractérise la psychose, donc les paranoïas notamment, et qui est proche de la perversion aussi, c'est en fait le déni de la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une altération de la vision de la réalité avec des hallucinations, des délires, etc. Autre caractéristique dans la perversion narcissique, c'est bien l'incapacité de développer de l'empathie envers son prochain. Donc en étymologie, perversion, c'est pervertere, donc mettre sans dessus-dessous, c'est-à-dire c'est une action qui détourne un objet, une chose, de sa vraie nature. Donc, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'échelle F, donc les valeurs deviennent complètement inverses. Ce qui était la norme devient fasciste, et ce qui était déviant devient la norme, ou en tout cas ce qui est exigé ou devient une norme sociale. Le déni de l'autorité de la réalité, donc de l'autorité et de la réalité, donc dans les organisations de travail, pousse. Hein, donc là, on revient sur le travail, parce qu'en effet, la mondialisation s'est beaucoup mis en place au niveau du travail, et c'est vrai qu'on passe 7-8 heures par jour au travail, donc c'est une part fondamentale de notre vie. Donc pousse à la concurrence, à la compétition avec les autres personnes, les objectifs de résultats individuels, etc. Et empêche la coopération et l'empathie, c'est-à-dire que de plus en plus il y a l'instrumentalisation d'autrui, c'est-à-dire je vais le voir parce que ça m'est utile à atteindre, etc. Donc dans une logique d'outils, hein, ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Et ainsi que le travail de qualité, puisque les professions, petit à petit, sont complètement détruites.
J'en parlerai, alors l'autorité aussi, hein, le maître et l'élève, et puis l'ancien par rapport au nouveau qui arrive et aux débutants, ben, tout ça, cette autorité-là qui naît de l'expérience, qui naît de la formation, qui naît d'un talent particulier qu'on a dans un domaine, ben, est complètement niée. Et les règles de métier aussi qui sont traditionnelles, ben, on ne peut plus les exercer parce qu'on doit s'adapter à un contexte qui est toujours plus vite, plus, etc. Et dans ma conférence le 9 janvier sur les services publics, donc l'impact justement de ça sur les services publics, et le New Public Management, donc on voit que l'objectif principal de ce management, c'est en effet détruire les professions dans l'État. Pourquoi? Parce que les professions sont en effet déjà ils sont unis par des règles de métier, etc. Donc ils sont plus dangereux. Hein. Il y a des textes notamment de l'OCDE qui expliquent qu'en effet les corporatismes c'est quand même super dangereux pour libéraliser. Et puis c'est aussi la qualité du travail qui est en jeu. Voilà. Alors là, j'en viens à une chose importante et puis je finirai ensuite, si c'est possible, par un extrait de Christophe Dejour, qui est donc spécialiste des risques psychosociaux et qui travaille au CNAM, hein, au Conservatoire national des arts et métiers, et de la banalisation du mal. Et il explique donc un petit peu ça et la contagion qu'il peut y avoir en entreprise. Donc ces nouvelles organisations de travail à travers le management ont un impact énorme sur la santé, hein, donc les risques psychosociaux. Les suicides en entreprise n'existaient pas avant les années 90, elles sont bien arrivées dans les années 90. Avant on se suicidait, mais on ne se suicidait pas dans son bureau ni... voilà. Donc il y a le CNAM qui explique l'évolution de ça et l'impact de ces nouvelles organisations. Et donc le concept même de risque psychosociaux en fait est une tromperie, parce que ce n'est pas un risque psychosocial, parce que là ça veut dire que je suis une entreprise et puis que c'est les humains qui sont dangereux pour moi, enfin c'est leur psychosocialité donc qui est dangereux pour moi. Non, en fait c'est de ces travaux, c'est en effet les risques organisationnels sur les humains, voilà, qui sont plus en jeu. Alors, j'ai oublié, donc Christophe Dejour montre que face à ces nouvelles organisations de travail, donc les stratégies, c'est en effet de mettre un petit peu des œillères, hein, pour survivre, hein, avec des pressions, des menaces de licenciement, etc., le chômage de masse et tout, et que les personnes sont mises dans l'impossibilité de ressentir de l'empathie pour l'autre, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils doivent atteindre leurs objectifs, parce que sinon, parce que si, parce que là. Et donc, ils sont amenés à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément très fiers de faire, ou alors ils ne respectent pas les règles de métier, et ils ne sont pas, donc du coup, dans la capacité d'assurer la qualité du travail qu'ils font. Ils sont, donc, ça génère un isolement qui est important. Et voilà. Et en général, les risques psychosociaux sont dus au fait que je n'arrive plus à travailler dans les conditions qu'on me donne, parce qu'en fait, je ne suis plus en capacité d'être fière de ce que je fais, voilà, et de ce que je cherche au travail. Et tout ça est lié à la destruction des professions. Alors sur Hannah Arendt, vous avez le film, hein, donc c'est quelqu'un de très important. Donc Christophe Dejour se base un petit peu sur ses théories politiques, parce qu'elle est politologue, mais elle est philosophe à la base. Et ils ont fait un film sur elle, parce qu'elle a créé justement... elle a expliqué notamment à travers le procès Eichmann, qui était un criminel de guerre nazi,
elle-même étant juive, qui a dû fuir l'Allemagne. Elle avait été envoyée par le Times ou un autre média pour justement couvrir le procès. Et elle a fait scandale parce que quand elle est revenue, elle a dit, mais en fait, j'ai vu un monsieur, mais qui n'était pas antisémite, quoi. C'était pas l'individu qui était en cause, mais c'était qu'il était dans un système où on lui demandait d'obéir aux ordres, voilà. Et il était dans l'armée, et donc voilà. Et en fait, elle a été accusée de déresponsabiliser les criminels nazis, etc. Voilà, donc, et on est dans cette logique justement de l'impact, hein, donc de l'individualisation des symptômes, donc c'est les individus qui sont la cause, ou alors c'est en effet le contexte. Moi qui suis psychologue sociale, en effet, je m'aperçois que de plus en plus on masque que c'est le contexte aussi qui pousse les gens à faire ça. Christophe Dejour explique que les gens qui se suicident au travail, c'est pas ils n'ont pas de failles psychologiques particulières, non. C'est que les conditions de travail dans lesquelles on les met fait qu'en effet ils développent des pathologies et des psychopathologies. Et pour la perversion narcissique, c'est exactement la même chose. Voilà, donc je vous propose, ça dure 5 minutes, c'est le documentaire J'ai très mal au travail, que peut-être certains ont vu. Donc Christophe Dejour est interviewé. Donc vous avez aussi des extraits de situations de travail, de management, je crois, de formation, enfin j'ai vu il y a quelques temps. Et où il explique un petit peu tout ça. Allez, plus vite. Donc c'est le site Souffrance au travail, sur lequel sont les extraits. Il y a quelque chose de consubstantiel entre être dans le monde des êtres humains, faire partie du monde humain et travailler. Le travail n'est pas quelque chose, c'est anthropologique le travail. Le travail est un moyen de me confronter à moi, aussi bien quand je travaille mon piano, si je veux devenir pianiste par exemple, que quand je travaille à l'usine ou quand je travaille comme chercheur ou n'importe quel métier. Il y a quelque chose là qui est une chance. Alors, quand on ne peut plus jouer ça, et que l'ensemble du travail, par son organisation, se retourne contre cette dimension anthropologique du travail, c'est-à-dire de telle sorte que partout je ne puisse plus jouer avec le travail pour jouer avec moi-même, alors on entre dans quelque chose qui, en quelque sorte, inscrit le travail contre la culture, contre la vie. Contre la vie. La vie en tant que la vie, c'est la vie subjective, c'est-à-dire celle qui s'éprouve soi-même, qui cherche son accroissement, qui se trouve et se révèle justement dans une des épreuves qui est le travail, l'autre étant l'amour. Mais ce sont les deux grandes épreuves. Et pour beaucoup d'entre nous, on le sait pas, la vie érotique, la vie amoureuse marche qu'à un quart. Et beaucoup d'entre nous, nous tenons notre vie essentiellement du rapport au travail, de cette chance de pouvoir se mettre à l'épreuve de l'ensemble. Et l'être générique de l'homme, au fond, débouche sur cette idée de la culture, en tant que la culture, c'est la possibilité d'inscrire le travail dans cette perspective d'honorer la vie, ensemble. Et accumuler, cristalliser, en quelque sorte, ce travail des individus, mais aussi ce travail collectif dans quelque chose qui est sédimenté sous la forme de la culture et de la civilisation. La culture, ça n'est rien d'autre que ce par quoi se sédimente ce qu'il y a de meilleur en l'homme, en tant que ce sont des manières d'honorer la vie. Aujourd'hui, nous avons mis en place des modes d'organisation du travail qui ne permettent plus d'inscrire le travail dans la culture. Le travail, tout devient produit de consommation. Ça n'est plus l'amour de la vie. Le produit culturel n'est pas l'œuvre d'art. C'est un produit à consommer, donc à détruire, donc il n'a pas de durée. Et c'est ça qui est terrifiant. Et en plus, on doit renouveler les modèles pour le consommer le plus. Et puis, si possible, baisser le niveau de nouveauté, du pouvoir de déranger, du pouvoir de critique que contient l'œuvre d'art, en tant qu'elle nous ouvre justement à la fois sur un regard critique du passé et qu'elle ouvre des perspectives d'avenir, fait apparaître des formes nouvelles par lesquelles l'homme
se grandit lui-même, se découvre, se révèle à lui, mais quand même tendu vers quelque chose qui est bien honoré, l'être humain de l'homme. L'être de l'homme. Bon, bah, aujourd'hui, on est dans un travail qui ne peut plus s'inscrire, tend à ne plus pouvoir s'inscrire dans la culture, ne peut plus se mettre au service de la culture. Et il n'y a que cette dimension par quoi le travail s'inscrit dans la continuité, ou peut s'inscrire, ou cherche à s'inscrire dans la culture, que peut naître l'enthousiasme. L'enthousiasme a disparu. Nous avons perdu notre enthousiasme. Il existe encore un peu chez les artistes, on le voit, de façon absolument bouleversante aujourd'hui, quand on a un opéra, une pièce de théâtre, quelquefois un film, ébloui devant le travail collectif, tout ce que ça représente de coopération, et puis de bonne humeur, et les mecs qui chantent ensemble, et on a le concert, et tout à coup tous ces gens chantent ensemble, ils viennent de différents pays, de différentes nations, là, en quelques temps, ils ont monté. Alors là, oui, l'enthousiasme revient, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est eux qui le tiennent aujourd'hui. Le monde du travail, pour l'ensemble, est déserté de tout ça. Nous sommes dans la décadence. C'est pas demain, nous y sommes. La décadence, elle est là. La décadence en tant que l'homme se nie soi-même. C'est ça la réalité aujourd'hui du travail. Et c'est ça qui évidemment pose problème. Il faut reprendre la main là-dessus. Et nous pouvons, donc ça dépend de nous. Allez, plus vite. Voilà. Alors c'est des entretiens, il y en a plusieurs. J'ai choisi cet extrait-là parce que il parle d'honorer la vie, donc ce qui me semblait être en cohérence justement avec ce principe de réalité et d'être connecté à ce monde harmonieux, voilà, et la place de l'humain au sein du cosmos. Voilà, donc on est par rapport à ça, donc alors, que je reprenne. Elle est où la poche? Oui, voilà. Donc on en vient justement comment se protéger de tout ça, hein. C'est un petit peu compliqué vu qu'en plus c'est un niveau mondial. Donc cette mondialisation qui est mortifère est contraire aux objectifs aussi d'autodétermination des peuples et de l'égalité de droits, donc on explique. Aussi la contradiction des objectifs qu'il y avait à l'origine, hein, de la paix dans le monde et tout ça qui a été visé. Et pour répondre à cette question, donc comment se protéger, les réponses sont très individuelles, mais en tout cas, j'ai mis cette citation parce qu'elle me semble essentielle, c'est que l'ignorance est une mauvaise graine que les tyrans cultivent parmi leurs sujets, mais qu'aucune démocratie ne peut permettre parmi ses citoyens. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce type de conférence, pour diffuser des informations sur des faits qui sont réels et qu'on peut vérifier. D'ailleurs, vous avez tout un ensemble de sources. J'ai fait même pour ceux qui le souhaitent, parce que je voulais faire un petit... vous donner un petit document avec justement tous les noms des livres, etc. Enfin, et des choses qui vous intéressaient. Donc si j'ai pas eu le temps de le faire. Alors par contre j'ai fait ce petit tableau. Si vous souhaitez donc que je vous transmette, je sais pas moi, les coordonnées, l'éditeur ou sur tel sujet, je peux le faire. Voilà, vous avez ce document qui vous permettra de le faire. Voilà, et du coup, la suite des conférences, hein, donc vous avez eu le programme des conférences, donc à peu près tous les mois jusqu'en juin. J'ai dit d'ailleurs tout au long de cette conférence que ça, j'allais en parler à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. En fait, tous ces éléments-là découlent en fait de ce sens sociétal qui a été mis en place par les conférences Massy et la mondialisation, voilà. Donc pour se protéger d'un danger, donc il faut plutôt le connaître et ne pas le subir, ne pas être dupe.
Et puis trouver ensuite des solutions individuelles donc, et collectives pour s'en protéger. Mais pour ça, il faut d'abord prendre conscience de la réalité de ce qu'il en est. Et voilà, donc pour les prochaines conférences. Donc la prochaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis on terminera là-dessus, parce que j'ai dépassé de 20 minutes quand même, je suis désolée. Bien que, oui, j'ai dépassé 20 minutes. Que j'ai intitulé Harmonie et bien-être au travail, la destruction du projet social français par le courant du management et de la cybernétique. Voilà. Donc ce sera le 24 novembre, toujours ici, donc à 18h30, à 20h. On essaiera de se caler un petit peu plus là-dessus. Voilà. Et puis les autres conférences aussi que vous avez eues sur votre chaise.